Cosa Vostra. Ça a beaucoup évolué ce modèle parce que les plateformes sont arrivées, et que c'était, je pense, peut-être moins intéressant pour ces pure players de venir solliciter des médias. Donc ça a beaucoup changé parce qu'on avait quand même des revenus assez importants avec ces acteurs-là et qui sont progressivement un petit peu réduits. Mais néanmoins, on a quand même, on sait quand même qu'il y a une valeur pour ce type de service et donc avec depuis désormais plus d'un an, 2 ans même maintenant, on va dire, on a cette réflexion d'aller développer des services, des produits numériques. Et donc on a lancé maintenant il y a un petit peu plus d'un an un produit qui s'appelle Le Monde Mémorable. Donc qui est un produit qui va chercher à répondre à différents enjeux, l'enjeu de la mémoire, de la mémorisation, aussi de la culture générale parce que c'est un sujet qui passionne les Français et d'aider les lecteurs aussi à avoir une meilleure compréhension un peu du monde dans lequel on vit et d'avoir un peu les clés de tout ça et aussi sur ce produit, donc il y a un produit numérique donc qui est accessible sur web, il y a aussi application, c'est une initiative aussi qui est portée donc à nouveau, je suis désolé, je pense que je me répète, mais on revient un peu à ta première question de l'acceptation au sein de la rédaction. Donc ce projet-là, c'est clé dans toute la discussion. Voilà, ce produit-là, il vient aussi d'une initiative éditoriale là ici qui était portée par Luc Brunner, qui est le directeur de la rédaction du Monde, qui venait avec ce sujet de la mémoire. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, plus business, centré sur la diversification des médias. Alors, qu'est-ce que la diversification en bref ? C'est lorsqu'un média va diversifier ses revenus en proposant d'autres activités, produits, au-delà du contenu. Aujourd'hui, pour beaucoup de médias, la diversification est devenue indispensable pour mettre au mieux du beurre dans les épinards, au pire équilibrer l'équation. Alors que tous les médias font leur rentrée après une année 2020 difficile, est-ce que la diversification peut être une des solutions pour garantir leur santé économique ? Et si oui, jusqu'où un média peut-il aller sans travestir sa mission d'informer ? C'est ce que l'on va voir avec mon invité du jour, Pierre Sirignano, Head of Digital Partnerships et Business Development du groupe Le Monde. Pierre, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à mon invitation de m'accompagner dans cet épisode. Merci à toi. Je t'en prie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous raconter en quelques mots ton parcours et notamment ces dernières 11 années passées dans le groupe Le Monde ? J'imagine que tu as dû voir pas mal de changements sur la diversification, mais pas que. Exactement, merci d'appuyer sur le 11 années. C'est long et en même temps c'est court parce que pour moi c'est une chance de pouvoir travailler dans les médias parce que c'est une passion pour moi depuis très très longtemps et puis aussi parce que je travaille pour je pense en tout cas les plus belles marques médias en France, en tout cas de ce qui peut se faire, et puis aussi il y a énormément de choses. Je suis arrivé il y a 11 ans, il y avait des choses à faire, mais 11 ans après il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours cette volonté d'aller chercher des nouvelles choses, donc une certaine liberté dans la réflexion, dans la recherche de nouvelles choses, donc qui fait que c'est un métier vraiment vraiment passionnant. Après sur mon parcours assez brièvement, donc c'est plutôt orienté on va dire marketing et commercial avec des expériences dans les vins et spiritueux pour 2 belles maisons, Bouchard Père et Fils en Bourgogne, à Beaune, et puis également après la maison Ruinart, donc sur les thématiques, sur des enjeux de produits et puis également de marketing direct, donc qui ont été assez formateurs pour moi sur cette partie-là. Et puis après il y avait un manque on va dire côté numérique et c'était un peu la tendance à l'époque, donc là j'ai eu une première expérience pour un site de rencontre, donc en termes de formation c'était assez excellent pour moi, et donc ensuite j'ai eu l'opportunité de rejoindre Le Monde qui était partenaire de ce site de rencontre parce que voilà il y avait déjà cette diversification, voilà exactement, partenariat, donc Le Monde était en partenaire avec ce partenaire qui s'appelait Parship sur son site.
Et donc j'ai rejoint Le Monde à ce moment-là. Et après, ensuite, en termes de changements, depuis mon arrivée, effectivement, énormément de changements. À l'époque, je crois, Facebook venait de se créer avec quelques années, donc c'était assez récent. Et la place qui était occupée par cet acteur-là, ou même tout un tas d'autres acteurs qu'on voit aujourd'hui, n'était pas du tout celle qu'ils occupent aujourd'hui, donc il y a une évolution assez forte ici. Je pense qu'on pourrait presque faire un épisode complet entre, entre les médias et les plateformes, les réseaux sociaux qui ont complètement chamboulé aussi la consommation des contenus et l'accès à l'information. Aussi ensuite, quand je suis arrivé, alors il y avait une stratégie qui était déjà installée donc il y avait une filiale pour Le Monde qui s'appelle Le Monde Interactif, qui était déjà très portée sur le développement des abonnements numériques. Donc il y avait déjà cette ambition et cette stratégie de se dire que on ne va pas être sur du gratuit, on va vouloir aller un peu en amont, un peu en avance des autres médias. Je pense quand même quelques années avant de shifter. Exactement. Je pense que c'était à l'époque, ça devait être les équipes en ligne de Bruno Patino, qui ont lancé tout ça. Et donc oui, il y avait cette volonté de se dire, on va pas se mettre tous les œufs dans le même panier, on va pas être reposé sur la publicité. On a des contenus qui ont une grande valeur, donc on va aller chercher à capter directement des revenus auprès des lecteurs, donc avec un modèle d'abonnement. Et donc voilà, l'abonnement il est en place depuis le tout début, depuis le lancement du site dumonde.fr, mais c'était un mix gratuit payant avec quand même une dominante gratuit, avec la recherche d'audience, de nouveaux visiteurs, et donc d'aller chercher de la page vue pour ensuite permettre à la régie de commercialiser un maximum d'inventaire. Donc tout ça a beaucoup évolué depuis, et désormais on est quand même beaucoup plus sur un mix payant. En tout cas, on va chercher beaucoup plus à aller convertir nos audiences gratuites sur du payant. Donc c'est, on va dire, vraiment le changement majeur de ces dernières années, une intégration de cette logique au sein des équipes, au sein de la rédaction, donc qui fait qu'on est vraiment beaucoup plus maintenant porté vers ce mouvement de conversion sur de l'abonnement. Très bien. Donc rentrons dans le vif du sujet. Ce que tu disais, c'est que grosso modo, il existe traditionnellement deux grands modèles économiques dans les médias. Soit c'est l'utilisateur qui paye, ce que vous cherchez à faire principalement, votre principal levier, c'est donc le modèle d'abonnement. Soit le contenu est gratuit et c'est l'annonceur qui paye pour afficher sa publicité. Mais donc l'idée un peu de cet épisode, c'est de voir au-delà de ces deux pôles cette diversification qui a donc généré d'autres modèles, des plus logiques, on va le voir, qui découlent très naturellement de ce que vous faites, aux plus exotiques, avec des métiers qui peuvent être assez loin de ce qu'on considère être le métier d'un média. Et pour certains médias, donc en regardant, j'ai vu que la diversification pouvait peser jusqu'à un quart, voire un tiers des revenus pour les éditeurs. Est-ce que tu sais à la louche combien représente la diversification dans le chiffre d'affaires du Monde, du groupe Le Monde? Oui, alors ensuite ça dépend si on prend le chiffre d'affaires total, donc à savoir avec les activités print. Qui est de combien le chiffre d'affaires si c'est public le chiffre d'affaires du groupe? Logiquement oui, je pense qu'on publie chaque année les résultats du groupe. Alors je veux pas dire de bêtises, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Il me semble que c'est entre 300 et 350 millions d'euros qui sont réalisés. Après moi je vais plus parler, on va dire, de la part que ça occupe dans les revenus numériques à date, même si je pense que là ça a beaucoup évolué, donc avec là on sort d'une période on sort d'une période assez forte en termes de recrutement d'abonnés numériques, donc ça veut dire que sa part a beaucoup augmenté, beaucoup progressé, donc ça a réduit la part des autres activités, donc notamment publicitaires et de diversification. Mais aujourd'hui je pense qu'on doit être en termes de diversification sur le scope du numérique. Voilà, sur le scope numérique, on doit être autour de 20-25%. D'accord, donc c'est plus que significatif. Oui, c'est une part importante, la diversification. On n'est pas juste dans l'expérimentation des petits ruisseaux, comme on dit. Super. Donc, comme je disais dans cet épisode, on va passer en revue différentes méthodes de monétisation, toutes liées à la diversification. Et donc, accompagné de toi, Pierre, on va évoquer les bonnes pratiques, des cas d'usage inspirants. Donc, soit que vous avez pu tester, mettre en place au Monde, soit j'ai pu voir sur Internet ou en cherchant un petit peu et travaillant cet épisode.
J'ai identifié pas moins de 20 modèles économiques ou sources de revenus pour un média. Alors je vous rassure, et je te rassure, on va pas tous les voir aujourd'hui parce que je pense qu'on pourrait y passer plusieurs heures et c'est pas l'objectif. C'est plutôt de lister les principales sources, donc te demander de réagir et nous dire si vous les avez mis en place ou testés, que ce soit des succès ou des échecs, parce qu'il y a pas mal d'échecs justement. La diversification, c'est aussi itérer, tester de nouvelles choses, pas se mettre en risque quelque part, mais c'est comme j'ai dit, ça peut être exotique, donc on teste et des fois ça marche pas. Souvent ça marche pas et des fois ça marche et puis on continue d'investir. Donc il y a presque un côté un peu d'entrepreneuriat aussi dans la diversification. C'est exactement ça. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Avant évidemment de parler de lister les principaux, je voulais parler un petit peu de l'acceptation. Je me souviens de cette une de Libé en 2014 qui crie un peu sa rage. Nous sommes un journal, pas un restaurant, pas un réseau social, pas un espace culturel, pas un plateau télé, pas un bar, pas un incubateur start-up. Est-ce que la diversification est une stratégie comprise par les rédactions? Est-ce qu'il y a des garde-fous à mettre? Est-ce que les journalistes on voit au chapitre? Est-ce que c'est quelque chose l'acceptation au monde, c'est quelque chose qui est important? Comment ça se passe avec les rédactions quand vous mettez en place ce genre de projet? Alors, je pense que démarrer en tout cas le sujet de la diversification par ce sujet-là est essentiel. Donc c'est une excellente question, puisque je pense qu'il faut on parle de diversification, mais on parle de diversification pour un secteur d'activité qui est celui des médias. Et donc, si on compare avec d'autres secteurs d'activité, c'est pas du tout la même. Je pense qu'il n'y a pas la même grille de lecture. Il faut avoir en tête que ça reste quand même un peu des entreprises un petit peu atypiques. Des médias, leurs produits à eux, je pense, ce sont leurs contenus. Leurs contenus, ils sont faits par les talents qui composent les équipes, donc par la rédaction, par les journalistes, et donc c'est de l'humain. Donc notre produit à nous, c'est de l'humain. On vend pas des biens physiques, on vend pas des Lego par exemple. Donc on ne peut pas, je pense, changer ou diversifier notre produit, donc le contenu, l'homme, au même titre qu'un produit physique vendu par des entreprises qui n'ont rien à voir avec le secteur d'activité des médias. Donc faut vraiment avoir cette notion en tête quand on parle de ce sujet-là. Ensuite, il y a la notion effectivement aussi de culture d'entreprise. Chaque média est différent. Libération à sa culture d'entreprise. Le monde. Pays aussi de mentalité. Est-ce que dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus facile de parler de business et d'intégrer ces dimensions-là? Je vais pas dire qu'il y a une exception française, mais en tout cas, je pourrais avoir un peu vécu. C'est plus compliqué quand même. Ouais. Alors c'est sûr que c'est pas simple. Maintenant, la culture d'entreprise est également aussi, je pense, dans la grille de lecture, le contexte et l'actionnariat font que il va y avoir, je pense, une appétence et une volonté, une capacité à intégrer ce type de sujet. Mais avant tout, c'est en fait la capacité, je pense, dans les hommes qui portent le projet de diversifier les activités d'un média, à pouvoir expliquer, convaincre les équipes, les rédactions du bien fondé d'une diversification. Donc voilà, pour moi, en fait, ça passe surtout par une capacité de conviction et de capacité à convaincre les équipes en interne, et à partir de là, en fait, un média, je pense, n'a pas vraiment de limite. Après, ça dépend à nouveau, de son contexte, de sa culture d'entreprise, et une fois qu'on connaît bien et qu'on a bien en tête tous ces éléments-là, on peut alors aller aborder n'importe quel type de sujet, aller développer un café, aller développer. Sans limite, quoi. Ouais. Je pense en tout cas pour moi, un média n'a pas forcément de limite. Ça dépend à chaque fois un peu en fonction de son activité. Et donc c'est plutôt un peu ça ma réaction. Et au monde, pour répondre à ta question sur comment un petit peu ça se passe au monde, justement, cette intégration, notamment vis-à-vis de la rédaction et de notre stratégie. Nous, on est, je pense, depuis le début, et notamment depuis l'arrivée. Donc on a des actionnaires qui sont là depuis plusieurs années, maintenant plus d'une dizaine d'années, avec Louis Dreyfus et Jérôme Fenoglio. Je pense qu'ils portent le projet d'un développement qui est très proche de ce que la rédaction peut faire. Donc c'est-à-dire que ça soit des projets qui sont portés, qui sont acceptés par la rédaction.
Et donc ça veut dire notamment, donc on est donc plutôt sur une diversification concentrique où on va plutôt essayer d'aller développer des activités qui ont un lien avec notre activité principale. Donc on va pas aller acheter un site de voyage par exemple, ça va pas être forcément, en tout cas dans notre stratégie, en tout cas à date. Et donc ça va plutôt être de compléter et d'étendre notre offre, d'aller chercher aussi des synergies au sein des ressources et des compétences qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Et donc ça va nous permettre notamment d'aller sur des compétences qu'on maîtrise dans notre chaîne de valeur et aussi nous permettre aussi pourquoi pas d'aller réaliser des économies de champ sur les activités qu'on peut développer. Donc typiquement on a une équipe rédactionnelle donc sur la production, sur notre capacité à faire du contenu, peut-être que ce contenu-là, on peut essayer aussi d'imaginer d'autres services, d'autres produits qu'on peut aller proposer, qui ne sont pas des produits de news. On peut aussi aller s'appuyer, on a des équipes de UX, UI, donc on sait qu'elles sont capables de produire des très beaux produits pour des produits news, mais elles peuvent aussi mettre à disposition leurs connaissances, leurs compétences pour d'autres produits. Et la même chose pour marques. Voilà, pour de la techno, c'est pareil, on est une équipe techno tech qui est très très importante, donc ce savoir-là, on peut le mettre à disposition d'autres réflexions, d'autres produits, et la même chose pour des logiques d'acquisition, marketing et autres. Donc c'est un peu ça notre logique. Et ensuite sur nos enjeux, en tout cas sur cette logique de diversification, ça va être je pense de maîtriser la dispersion des ressources et des compétences de l'entreprise. Si on se lance sur une nouvelle activité, il faut faire attention à ce qu'on ne perde pas la main ou en tout cas la vue sur notre activité principale. Donc ça, je pense, c'est un enjeu. Aussi un exercice managérial qui peut être un petit peu délicat à chercher à mettre en place des synergies et développer d'autres choses. Et puis aussi, nécessairement, ça peut nécessiter des investissements et des financements pour chacune de ces nouvelles activités. Donc voilà, il faut toujours un peu trouver le bon mix pour que ça fonctionne bien, quoi. Mais donc on sent quand même que ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé, sur lequel vous êtes organisé, et on n'est pas dans je vais pas dire l'improvisation, évidemment, on parle du groupe Le Monde, mais c'est quelque chose qui est déjà très structuré chez vous. Complètement. Et depuis plusieurs années désormais, on est dans cette réflexion et dans cet échange à nouveau. On est dans cet échange avec la rédaction pour mettre en place ces projets-là. On n'a pas du tout la réflexion et la stratégie de faire les choses à côté. On les fait avec pour justement que ces projets soient portés et la plus grande résonance possible et après les meilleurs résultats aussi possible. Et on verra par la suite effectivement c'est quand même une des clés de succès, c'est quand c'est accepté aussi par les équipes parce qu'on a le bon contenu, parce que on peut l'intégrer plus dans le média et on a des vraies passerelles entre les deux, quoi. Complètement. Si on est Le Monde, on a plusieurs millions de visiteurs et que cette plateforme on l'exploite pas parce qu'en fait le produit qu'on vient de lancer il a été fait à côté sans solliciter, sans intégrer les équipes, il sera jamais porté, il sera jamais visible et du coup on perd toute la valeur en fait de notre puissance et donc on sort quelque chose. C'est une super transition pour mon premier modèle qui est le e-commerce et notamment les marketplaces, parce que je commence directement par des échecs. Il y a eu beaucoup de marketplaces qui ont été des échecs ou en tout cas qui n'ont pas rencontré le succès escompté. J'avais noté le L Store en 2017, l'Équipe Store aussi qui avait été lancé il y a quelques années et qui a disparu, Style.com de Condé Nast. En fait, je pourrais en citer toutes les marques à un moment donné ont lancé des marketplaces. Certaines existent encore, je vois Sotrendoo de Marie-Claire. J'ai vu une vraie belle réussite, mais qui est pas en France malheureusement, qui est au UK de Denis Publishing. Je sais pas si tu connais ce groupe média, c'est un groupe de médias thématique. Alors c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles ça peut être un succès. Ça, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ils ont vraiment transformé leur modèle d'éditeur classique en un empire du e-commerce. Alors ils ont des magazines pour resituer autour de l'automobile, Auto Express, Car Buyer, et ils ont acheté une plateforme de vente de voitures Buy a Car. Et aujourd'hui, pareil, eux, un tiers de leur chiffre d'affaires, alors pas uniquement du numérique, un tiers de leur chiffre d'affaires consolidé vient du e-commerce en 2019. Et donc en regardant un petit peu pourquoi, je me suis vraiment rendu compte que les passerelles, les ponts entre la plateforme et le site étaient vraiment très fortes.
ton expérience, alors d'abord réagir, est-ce qu'il faut être un média thématique, c'est plus simple pour réussir? Comment est-ce que pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a eu tant d'échecs autour de ces marketplaces? Et est-ce que vous avez votre marketplace et plus largement derrière, comment vous envisagez vous appréhendez le e-commerce au monde? Alors c'est un petit peu, c'est-à-dire que oui, c'est un peu compliqué pour moi de juger les échecs, ou les réussites, d'acteurs extérieurs, parce qu'on n'a jamais forcément tous les éléments. Après, ce qui est certain, c'est que des lancements de nouvelles activités ne sont jamais vraiment très simples à adresser. Il y a plein de choses, et aussi qu'on découvre un peu au fur et à mesure. On lance des choses, on pensait que ça allait réagir de telle façon, et puis la réalité est tout autre. Sur les activités e-commerce, notamment dans les lancements de marketplace, donc où on va avoir un partenariat avec un partenaire techno qui va nous mettre à disposition souvent c'est Miracle qui voilà qui ça, je sais je les avais rencontrés, on avait un petit peu discuté, et ça faisait partie un peu, pourquoi pas, des idées qu'on pouvait aller essayer. Mais vous y êtes pas allé? Non, je crois d'ailleurs, après il y avait des modèles aussi spécifiques qui demandaient un investissement, et clairement on est plutôt assez mesuré justement par rapport à ce type d'approche, de se dire il faut là typiquement investir tant pour commencer à imaginer et tester des choses. On est plus on va démarrer doucement et sans forcément mettre toutes nos billes dans ce type de nouvelles activités. Donc on est assez on fait assez attention par rapport à ça. Mais c'est vrai que sur le développement de plateforme de marketplace, c'est un petit peu, alors je crois que pour l'équipe, si je reprends l'exemple de l'équipe, il me semble que c'était quand même une marketplace qui était très orientée sport, sauf erreur, donc on n'allait pas trouver des produits qui avaient rien à voir avec le thème de l'équipe. Maintenant, il y avait aussi quand même un enjeu d'arriver, les audiences qui viennent sur l'équipe, elles viennent pour consommer de l'actualité. Elles viennent pas tout de suite là comme ça pour aller acheter un maillot de foot. Un maillot de foot, on en achète peut-être un dans l'année, mais on va pas s'amuser à en acheter un à chaque fois qu'on va sur un site ou quand on voit un résultat. Donc c'est un peu compliqué cette capacité à faire basculer une audience qui vient pour du contenu sur de l'achat, ou en tout cas en se disant on a une audience qui est énorme sur des contenus sport, et donc on va être en capacité d'aller la convertir vers notre marketplace. Je pense qu'il y a des habitudes des lecteurs, et pour acheter un maillot, ils vont peut-être plutôt se rendre dans un magasin qu'ils connaissent, ils vont peut-être plutôt aller sur Nike, et donc voilà, il y a des habitudes comme ça qui sont aussi à installer. Je pense aussi que le projet a été assez vite, il n'a pas non plus été, peut-être qu'il n'a pas eu suffisamment eu de temps aussi pour s'installer. Donc il y a une je pense un enjeu d'installation dans le temps, des usages. Après il y a le côté aussi naturellement de capacité à remonter, à émerger sur le web pour afficher ses produits, et donc c'est un enjeu de référencement. Quand on va vouloir aller acheter un maillot ou un autre produit, il y a une bonne partie des utilisateurs, soit ils vont aller directement sur les sites marchands parce qu'ils les connaissent très bien, et donc ils vont pas s'amuser à aller chercher des heures où trouver le maillot du PSG, ils savent où le trouver. Ou alors il faudrait des produits que tu trouves pas ailleurs, voilà, des partenariats, des exclusivités, exactement. Et là peut-être il y a peut-être un peu plus un intérêt, mais ça reste compliqué, je pense, de là comme ça tout de suite émerger en quelques semaines, quelques mois. L'équipe store va tout de suite ressortir, et on va permettre d'aller chercher tout de suite une audience qui sait pourquoi elle va aller là-dessus. C'est un peu loin à installer. Il faut du temps. Ouais, et puis je pense qu'il faut aussi des ressources. C'est presque aussi un autre métier. Donc si on parle de partenariat, etc., tu peux pas juste brancher une marketplace et te dire que j'ai une audience, je vais capter X% qui vont aller sur la marketplace, quoi. Et après, j'ai pas en tête là aussi toute la stratégie qui a été faite aussi bien par l'équipe ou par que d'autres acteurs. Je pense qu'il y avait aussi Condé Nast qui avait énormément investi. Après, je pense une des clés de réussite, c'est, on en revient, je pense un peu au début de ta question, c'est de l'acceptation en interne, à savoir le lien qu'on va pouvoir faire entre la plateforme principale, les principaux sites du média,
et la marketplace. Si le projet se fait un peu de côté, on se dit bon, c'est une marketplace, on va pas du tout mêler la rédaction, c'est un flux de produits, on va pas solliciter la rédaction, donc ça veut dire que vous coupez un petit peu de votre levier principal. Vous allez vous dire bon, on va installer un petit peu des expositions, on va utiliser de l'auto-promo, et puis on va espérer que ça fonctionne et qu'on va recapter de l'audience. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça ne marche pas. En tout cas, ce type de dispositif ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faut que typiquement, il y a une rédaction qui se dise ça c'est un truc qui me plaît et je vais porter ce type d'activité, je vais produire du contenu. C'est ce qu'ils font. Il y a vraiment des articles où c'est pas uniquement des articles promotionnels, mais dans les articles sont intégrés vraiment des liens, des produits, et tu sens que le journaliste il a pas de problème à le faire parce qu'il y a une logique. Alors évidemment, quand on parle d'une voiture, quand on parle de ce genre de choses, c'est beaucoup plus naturel de pouvoir faire des liens, etc. Mais tu sens que c'est un produit. Il y a une espèce d'unité, de logique entre les deux, quoi. C'est pas deux produits séparés l'un derrière l'autre. Complètement. Il faut que ces contenus-là aussi, pour que ça fonctionne, parce qu'on voit pas mal d'exemples dans les différents médias, ils peuvent aussi confier des contenus, enfin en tout cas la production de ces contenus à des tiers. Donc ça veut dire que ce sont des contenus mais qui ne sont pas portés par la rédaction. Donc là aussi c'est une difficulté qui peut être rencontrée par ces différents acteurs. Ouais. Super. Et donc vous pour conclure sur, donc là on a parlé des marketplaces, qu'est-ce que vous faites en e-commerce? Est-ce que tu peux résumer simplement la philosophie? Qu'est-ce que le e-commerce pour le groupe Le Monde? Oui, tout à fait. Alors déjà là on a évoqué un petit peu ce contexte. Effectivement, média, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, qui continuent à se faire. Là je voyais récemment BuzzFeed, donc il y a une grosse activité sur le e-commerce, notamment avec toute cette partie affiliation, donc où ils captent une partie avec une commission, une partie du revenu généré à travers les achats réalisés par leurs lecteurs sur différents sites marchands. Là ils ont lancé BuzzFeed Shopping, donc qui permet à leurs lecteurs de rester sur leur site sans avoir à quitter le site pour procéder à l'achat. Donc ils essaient un peu de simplifier, donc ça se rapproche un peu de la marketplace, mais il y a dans leur stratégie, il y a tout l'environnement éditorial qui est au cœur de leur stratégie. Donc on n'est pas sur un flux de produits et puis c'est tout. Donc il y a une vraie logique d'aller capter le lecteur par le contenu. Il y a du BuzzFeed, il y a également après le New York Times, ce qu'ils ont fait avec en rachetant en 2016 le site Wirecutter pour $20 millions, donc qui est un site indépendant avec une rédaction de plus de 100 personnes, 100 journalistes, qui produit des guides et des tests très complets. Donc nous on avait regardé un peu tout ça. Là on évoquait aussi tout à l'heure les marketplaces, donc c'était un sujet aussi que je regardais à l'époque. Donc là c'était vraiment sur un modèle qui était suivant, donc t'anticipes un peu, mais c'est très bien. Il y a quand même une logique qui est plus sur l'affiliation, où l'éditeur n'est pas ne fait pas la transaction, recommande quelque part un produit parce que il trouve que les valeurs sont bonnes autour du produit, c'est en affinité avec son audience, et touche une commission si la vente se fait. Exactement. C'est-à-dire que pour nous, c'était aller trop loin peut-être dans quelques mois, quelques années, on ira dans cette direction. Mais en tout cas, en l'état, on n'en est pas du tout là. On a un premier travail à faire, c'est celui de un peu d'exploiter l'existant. Aujourd'hui, le monde en termes de force de prescription, c'est quand même assez puissant. Énorme, bien sûr. On parle de biens culturels, on parle de voyages. Enfin, on a énormément de propositions et énormément de prescriptions, de recommandations qui sont faites par la rédaction. En connaissant le positionnement de la rédaction du Monde avec cette indépendance, on sait aussi qu'on a au sein, pour les lecteurs en tout cas, je pense pas vraiment de difficulté pour expliquer que on n'est pas là en train de vous vendre quelque chose parce qu'on a un accord avec tel ou tel partenaire. On le fait de manière tout à fait indépendante, donc il y a pas de problème par rapport à ça. Aussi au sein du groupe, on a d'autres titres, Télérama sur la culture, la force de prescription de Télérama, elle est assez incroyable. Donc il y a cette capacité en fait. La réflexion, c'est de se dire, donc on a notre modèle actuel. En tout cas, on pousse beaucoup l'abonnement. Il y a aussi la publicité, mais aussi qu'est-ce qu'on permet aussi à d'autres acteurs de faire à partir de notre production de contenu, et on s'aperçoit donc qu'on a cette capacité de prescription. Donc c'est-à-dire qu'on va donner envie. On va donner envie à des tas de lecteurs. On va lire un contenu du Monde, de Télérama, de l'Obs, et
on va je sais pas, par exemple pour un livre ou pour un autre produit, on va donner envie, on va créer l'envie, et la finalité c'est que ce lecteur là il va se dire ok, bah là le journaliste m'a donné envie, il m'a transmis un petit peu son goût pour tel livre ou pour tel voyage. Maintenant ce que je vais faire, bah je vais aller directement sur Booking, je vais aller directement sur Amazon, ou je sais pas trop aller, je vais aller sur Google et je vais chercher le nom du produit qui m'a été recommandé par Le Monde. Et en réalité il n'y a pas du tout de connexion entre l'éditeur et ce qui est fait par le lecteur, alors qu'on est un petit peu à la base. C'est vous les prescripteurs, voilà, qui ont impulsé cette envie. Exactement. On est à la base, donc c'était un peu ça la base de la réflexion, c'est comment on fait le lien, comment on en bénéficie quelque part, sachant qu'on fait déjà ce travail de exactement, comment on essaie de capter beaucoup plus de valeur sur le travail de la rédaction, le travail qui est réalisé de prescription. Donc ça a été ça un peu les bases. Et donc concrètement, ça vous l'avez mis en place. Et donc voilà, donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc il y a ce sujet d'acceptation qui est assez important au sein de la rédaction. Donc pour démarrer, finalement, ce qui a été intéressant pour nous, c'était de se dire, essayons d'apprendre beaucoup de choses et beaucoup plus vite qu'en le faisant peut-être directement. Donc on a échangé, à l'époque notamment avec la rédaction donc de Pixel, donc qui est une rubrique du site du Monde, avec Damien Leloup, donc qui était le rédacteur en chef. On avait identifié un acteur qui pouvait être intéressant pour nous, donc qui s'appelle Wirecutter, donc qui est ce fameux site du New York Times où on se disait il y a énormément de contenu de guide, donc très très long, c'est plus de 20 000 signes, même des fois 50 000 signes, donc c'est des contenus très très complets avec des tests de produits. Juste dans la fiche signalétique d'un produit, on aime, on n'aime pas, quoi. Voilà, on n'est pas dans du paragraphe, ce produit est super, on passe au suivant, ce produit est super, on passe au suivant. Non, on est dans du vrai test avec des journalistes indépendants qui font ces tests. Donc on s'est dit, ça peut être intéressant pour nous de mettre en place un partenariat avec eux. On est allé les voir, on a signé un accord avec le New York Times, puisqu'à l'époque il venait d'être acheté, et donc on a un accord d'exclusivité avec Wirecutter pour pouvoir disposer de l'ensemble de leur catalogue, de traduire ces contenus-là et de les mettre à disposition des marchés, et des pays francophones. Donc c'est ce qu'on fait maintenant depuis 2 ans désormais. Et donc ça a été notre première vraie étape en fait pour aller dans cette logique de développement e-commerce. Vous payez au guide traduit, ou c'est un accord global et vous en faites autant que vous voulez? On a un accord. Alors je ne donnerai pas plus d'éléments, mais oui, on a un accord en tout cas qui nous est qui nous satisfait, qui est aussi satisfaisant pour eux, et qui nous permet d'être assez confortable par rapport à ce qu'on a envie de faire sur ce type d'activité. Et donc ça veut dire que derrière on a côté rédaction une personne qui va sélectionner quels sont les guides. Donc c'est à dire que c'est un projet. À nouveau, on reparle de l'intégration de la rédaction avec ce type de projet. Donc c'est pas un projet qui est porté par des équipes commerciales, marketing, c'est un projet qui est porté par la rédaction. Donc ça veut dire qu'on a des journalistes derrière qui regardent, qui vont sélectionner quels sont les guides les plus adaptés pour le marché français, les guides qui font sens. Après, derrière, on a des équipes marketing, commerciales qui vont voir si tout ça fonctionne pour nous. Et ensuite, donc on a ce travail de traduction, de publication des guides sur une rubrique donc qui a été créée, qui s'appelle Guide d'achat sur Le Monde. Et ensuite, vous voyez, presque 150 guides, vous avez aujourd'hui. Ouais, maintenant, on doit être un petit peu plus. Donc c'est des guides qui sont très très longs. Donc à nouveau, on n'est pas dans des petits contenus. Donc chaque guide on essaie un petit peu de s'assurer de la pertinence. Après, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien. Et donc voilà, donc ce projet il est porté par la rédaction. Et donc on a également aussi pour que ça fonctionne, il fallait aussi qu'on revoie un petit peu le produit, parce que proposer ces contenus-là dans une page article telle qu'elle est proposée aujourd'hui par Le Monde, on savait qu'on avait peu de chance, ou en tout cas qu'on se donnait pas le maximum de chances de réussite. Et donc notamment une page article du Monde, c'est on vous propose de l'abonnement, on vous propose des services, on vous propose de la pub, on vous propose. Et donc là, nous, notre objectif premier, on savait lequel, l'objectif premier qu'on cherchait à atteindre, c'était celui d'aller convertir notre lecteur vers de l'achat. Donc faciliter l'achat. Donc on a développé ce produit, donc cette page qui est vraiment dédiée pour aller favoriser l'achat en ligne. Donc là, si on prend, donc là on évoquait ces 500 000 lecteurs chaque mois, visiteurs chaque mois sur ces guides. Ouais. Voilà, et donc depuis on arrive à rediriger un volume qui est de plus en plus important vers les sites marchands.
Et par curiosité, vous sélectionnez les marchands avec qui vous voulez travailler. Vous n'avez pas d'obligation de travailler. Donc ce travail-là se fait. Donc il n'y a pas de lien entre c'est pas entre la rédaction et nous. C'est-à-dire que, en tout cas, on va quand même avoir un échange pour s'assurer que d'un point de vue éditorial, il n'y a pas un problème si on a tel ou tel site marchand. Mais après, c'est plus un travail côté marketing et commercial où on va essayer d'aller proposer les meilleurs sites avec les meilleurs taux de commission. Ou qu'on a c'est un mix entre un bon marchand qui a une bonne UX qui est réputé et le taux de commission. Exactement. Après, on peut avoir des sites marchands qui n'ont pas de lien, en tout cas qui ne sont pas disponibles dans des plateformes d'affiliation ou qui n'ont pas de programme, mais maintenant si ça permet au lecteur de faire le meilleur achat possible, on va pouvoir, pourquoi pas. Vous le faites quand même. Voilà, on va le faire quand même, mais voilà, on est plutôt dans cette logique là. Et là, depuis le début d'année, avec cette rubrique guide d'achat, on a plusieurs millions d'euros de ventes, donc de chiffre d'affaires de vente, et ensuite sur ce million d'euros, on va nous percevoir un pourcentage, et ça a explosé. Alors, je te pose forcément la question, c'est quel type de pourcentage dans l'affiliation? J'imagine que ça peut être variable d'un produit à l'autre. Exactement, ça dépend effectivement de la catégorie de produit, ça peut dépendre aussi du site marchand, ça peut dépendre aussi est-ce que c'est en direct avec la marque, ou est-ce que c'est un site marchand qui ensuite donc a un intermédiaire donc qui va aussi avoir sa commission dessus. Donc voilà, ça va dépendre, mais ça peut être de quelques pourcents à plus de 10%. Donc ça dépend en fait un peu de l'ensemble de ces. Et vous n'êtes pas tenté à un moment donné justement de pousser des produits sur lesquels vous avez des meilleures commissions, des meilleurs taux de commission? Non. Ce serait un peu gros, j'imagine, Non, justement, à nouveau, parce que on est sur cette logique de. Si tu le fais trop, ton guide est pas bon quelque part. Et puis ça fonctionne pas pour nous, ça fonctionne pas pour la rédaction, et au final, on tue le projet. Ouais. On n'a pas envie de tuer le projet, et puis aussi, on n'a pas cette logique-là vraiment de se dire on va aller chercher. Forcer. Voilà, exactement. Et puis pour nous, ça représente pas un intérêt, si on voit plus les choses sur du moyen long terme, de se dire on va un peu truquer les propositions pour aller chercher le plus de revenus le plus vite possible. Pour nous, ça a pas d'intérêt. Ok, très bien. Et pardon, excuse-moi. Donc du coup, c'est parce que c'est effectivement, donc ensuite par rapport à ça, donc la logique maintenant ensuite pour nous, c'est un peu la phase 2. Donc ça, on a fait ça avec un partenaire, une rédaction qui est portée par le New York Times, et du coup le site Wirecutter qui est désormais une rubrique intégrée au sein du New York Times. Donc le site Wirecutter n'existe plus, disparu et est fondu dans le site du New York Times. Et désormais pour nous, c'est de passer sur nos propres contenus, puisque c'est quand même ça aussi un peu la logique, c'est de revenir un peu à la base de notre production de contenu à nous. Et donc là, on commence à intégrer progressivement des propositions d'achat au sein de nos contenus, donc notamment sur des contenus pixels, donc sur des produits techno. Et on avance comme ça un peu progressivement. Et là, on échange, on travaille avec la rédaction justement aussi pour définir cette stratégie d'arriver à créer un point de rencontre, un lieu de rendez-vous pour nos lecteurs existants ou nouveaux, où ils savent qu'ils vont pouvoir retrouver les recommandations du monde sur tout un tas d'activités. Et il y a aussi bien un enjeu côté e-commerce aussi qu'un enjeu d'abonnement à jouer, puisque c'est des prescriptions, c'est des contenus aussi qui ont une forte valeur pour nous. Ouais. Donc voilà, il y a un mix aussi à trouver ici. Oui, entre en donner gratuitement. Exactement. Parce que tu as du chiffre d'affaires, et en même temps il y a tellement de valeur éditoriale et de prescription que ça pourrait être un perk quelque part pour les abonnés. Exactement. Typiquement, on a eu un contenu qui s'appelait les 100 livres, la sélection des 100 livres, des 100 meilleurs livres de la rédaction du Monde. Donc ça, c'était un contenu qui était abonné, qui a énormément fonctionné en termes de recrutement. Donc pour nous, c'est pas de venir casser tout ça, au contraire, mais c'est d'arriver à trouver la bonne réflexion. Et je poursuis là sur ce dernier point. Typiquement Wirecutter, qui est à la base un site gratuit, des contenus gratuits. Le New York Times, mais dès 2016, et aussi quand on discutait avec eux, ils avaient déjà cette réflexion de se dire ça peut être finalement un service, un produit payant, en tout cas réservé, parce que c'est une valeur qui est extraordinaire, et donc pourquoi le mettre finalement complètement gratuit. Donc voilà, il y a cette réflexion trouver le bon mix effectivement à chaque fois. Exactement. C'est intéressant. Dans la lignée un peu de tout ça, plus sur ce qu'on appelle les services entre guillemets, même si ça s'entend pas à l'oral, j'ai remarqué, donc je suis allé sur le site du Monde, mais pas que, on retrouve beaucoup de choses un peu qui peuvent paraître exotiques comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils marchent vraiment très bien, qui rejoignent le modèle
publicitaire, c'est donc les conjugueurs. J'ai vu que vous faisiez aussi des paroles de chansons. Ah oui. Oui, il faut assumer. Bah oui. Des dictionnaires, des jeux, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi vous avez mis ça en place? Donc là, vraiment, très, très clairement, enfin, tu vas me répondre, mais on est vraiment dans une logique juste de faire de la page et de capter quelque part des requêtes SEO. Alors on était, puisque je pense peut-être ça a pas mal évolué. Je pense qu'il faut se replacer, plusieurs années en arrière avec cette logique d'aller chercher, d'être sur un modèle mixte avec notamment de la publicité, une volonté aussi d'aller capter. Donc c'était un peu quand même, faut le dire, la course à l'audience. Il y a quand même plusieurs années. Certains acteurs médias le sont toujours. Nous, on n'est pas vraiment dans la course à l'audience, en tout cas dans l'audience, on va dire un petit peu artificielle, qui n'est nous ce qu'on cherche, à avoir des lecteurs qui sont engagés, des lecteurs qui vont s'abonner, des lecteurs qui vont acheter, et donc d'aller chercher des audiences sur des thématiques et des sujets, c'est plus forcément qui sont un peu éloignés de notre activité, qui ne sont pas portés par la rédaction du Monde, c'est plus vraiment notre enjeu. Donc ça, c'était des partenariats, on va dire partenariats d'acquisition d'audience, de visiteurs uniques, qui nous permettaient mais ils sont toujours en ligne. Ils sont toujours en ligne parce que ça reste un trafic qui est intéressant, mais parce qu'aussi on ne met plus forcément beaucoup de ressources, de moyens. C'est intéressant pour nous en termes d'audience. Maintenant, c'est plus vraiment notre enjeu. Donc, on va plutôt essayer d'aller chercher des partenariats qui vont nous aider à développer les revenus. Donc c'est pour ça, effectivement, on en a eu plein d'autres sur de l'audience, et plein d'autres médias ont eu ce type d'activité. Mais voilà, ça a un peu bougé. On n'est plus du tout dans la quête et de la recherche de visiteurs uniques. Ça a baissé en priorité parmi tous tes sujets de diversification. Exactement. C'était un sujet qui était en plus géré par une autre équipe, les équipes audience, qui ne rentrait pas du tout dans mes missions. Voilà. C'était plus, on me demandait plus d'aller chercher un peu d'argent que de l'audience. Je voulais citer parce que et puis plein de médias le font, effectivement. Tout le monde a son petit conjugueur, etc. Et son dictionnaire. Ça en fait partie. Complètement. Un autre sujet qui est assez important, qui existe depuis longtemps quand même, c'est l'événementiel. Alors j'ai cité spontanément l'exemple des Échos, Event, qui a été rebrandé les Échos, le Parisien Event, avec le rapprochement des titres. J'ai vu aussi au UK Earth Live qui cartonne sur ces events. Ils ont carrément créé une plateforme avec plein d'événements, mais des micro-événements. J'ai l'impression que les Échos, c'est plutôt des gros événements, salon de l'entrepreneur, etc. Qu'est-ce que vous faites au Monde sur l'événement? Comment vous appréhendez ça? Est-ce que c'est une autre équipe, c'est la tienne? Non, pas du tout. Enfin, non, c'est pas la mienne. Donc, c'est une équipe qui est étroitement liée entre la rédaction, une équipe événement qui gère cette activité, qui est aussi étroitement liée à notre régie publicitaire. Donc voilà, c'est opéré par des équipes différentes. Aujourd'hui, je pense, c'est une activité qui se développe bien parce que on a des marques qui sont fortes, et donc aussi sur la partie événement, je pense que c'est une activité qui a toujours existé pour les médias, mais qui se développe de plus en plus, parce que je pense qu'on arrive aussi à faire les choses de mieux en mieux, et puis à nouveau cette bonne intégration côté rédaction pour ce type de logique. Donc si on prend par exemple l'exemple du Monde, on a beaucoup investi sur la thématique de l'éducation avec O21, donc sur l'enjeu de permettre aux étudiants de s'orienter au 21e siècle, au 21, voilà, c'est pour ça. Et donc voilà, donc on a énormément d'événements par rapport à ça, donc on va pouvoir derrière aller s'adresser aux étudiants, et également avoir un modèle où on va avoir des acteurs et des partenaires qui vont nous aider, nous soutenir. Et c'est rentable, ou l'enjeu c'est de trouver des audiences? Non, l'enjeu bien entendu c'est de trouver une rentabilité, dégager de la marge, et donc c'est ce qu'on arrive à faire, et on arrive aussi à le faire parce qu'on a d'autres types d'événements. Donc là on a parlé d'O21 qui rassemble quand même, on fait un peu le tour de France avec ce type d'événement où on va aller rencontrer les étudiants, les universités, les lycéens et autres, pour aller les aider dans leur orientation. Donc là on a quand même une activité qui est très intéressante, mais aussi parce que le Monde a un rôle important au sein de l'éducation. Enfin, on informe de tout ce qui se passe, tout ce qui a trait lié à l'éducation. Donc on a cette place-là qui est occupée depuis toujours par le Monde. On a un lien très fort avec les enseignants, avec l'éducation nationale. Donc pour nous, voilà, c'est assez
assez logique finalement d'aller là-dessus, quoi. Et donc on a aussi une manière, j'imagine, de faire que les jeunes découvrent la marque, de créer un lien assez tôt avec des futurs lecteurs, etc. Je me souviens quand j'étais étudiant, on avait des exemplaires du Monde gratuits, etc. Voilà. Tu sens quand même que c'est une manière quelque part aussi de faire rayonner un peu la marque, tout à fait, même au-delà du lectorat classique. Tout à fait, complètement. Et on alors après là, c'est pour effectivement sur ce type de cible. Après, on a d'autres événements. Par exemple, il y a le Monde Cities qui est aussi toute une partie qu'on adresse parce qu'on est aussi en termes à nouveau de production de contenu, de sujets qu'on souhaite adresser un peu sur toutes les innovations liées à la vie des Français, leur mobilité, tout ce qui est lié à l'habitat, à l'énergie, à l'urbanisme. Donc voilà, tout ça, ce sont des sujets qu'on adresse au quotidien et qu'on suit et qui sont suivis par des journalistes. Et donc là aussi, pour nous, ça faisait sens de pouvoir aller plus loin, prolonger le débat, aller mettre en place des événements avec des acteurs qui sont des experts sur ce type d'activité, et puis du coup derrière nous permettre d'aller diversifier nos revenus. Ok. Pour l'événement, tu veux, vas-y, je t'en prie. Ouais, non, pardon, ouais, excuse-moi, parce que c'est vrai que sur la partie service, je suis allé un petit peu vite, je m'excuse parce qu'on a parlé beaucoup des services tiers. Ouais. Donc on va mettre en place des partenariats avec tel ou tel acteur. Et nous, on a vu qu'il y avait des choses, effectivement, ça peut être des activités qui sont rentables pour nous, puisque finalement, on demande à un tiers de venir mettre en place son service. Fournir le service avec un partage de revenus. Exactement. Alors on était aussi beaucoup sur pour venir sur le Monde, il faut mettre un MG. Donc voilà, on va négocier tout ça. MG minimum garanti. Voilà, minimum garanti. En plus de ça, on va partager les revenus s'il y a encore plus de performance que ce qu'on a estimé pouvoir générer. Donc ça, c'était très intéressant. Après, ça a beaucoup évolué, ce modèle, parce que les plateformes sont arrivées, que c'était, je pense, peut-être moins intéressant pour ces pure players de venir solliciter des médias. Donc ça a beaucoup changé, parce qu'on avait quand même des revenus assez importants avec ces acteurs-là, et qui sont progressivement un petit peu réduits. Mais néanmoins, on a quand même, on sait quand même qu'il y a une valeur pour ce type de service, et donc avec depuis désormais plus d'un an, 2 ans même maintenant, on va dire, on a cette réflexion d'aller développer des services, des produits numériques, et donc on a lancé maintenant il y a un petit peu plus d'un an un produit qui s'appelle Le Monde Mémorable, donc qui est un produit qui va chercher à répondre à différents enjeux, l'enjeu de la mémoire, de la mémorisation, aussi de la culture générale, parce que c'est un sujet qui passionne les Français, et d'aider les lecteurs aussi à avoir une meilleure compréhension un peu du monde dans lequel on vit, et d'avoir un peu les clés de tout ça, et aussi sur ce produit, donc il y a un produit numérique, donc qui est accessible sur web, il y a aussi application. C'est une initiative aussi qui est portée, donc à nouveau, je suis désolé, je pense que je me répète, mais on revient un peu à ta première question de l'acceptation au sein de la rédaction. Donc ce projet-là, c'est clé dans toute la discussion. Voilà, ce produit-là, il vient aussi d'une initiative éditoriale, là ici, qui était portée par Luc Brunner, qui est le directeur de la rédaction du Monde, qui venait avec ce sujet de la mémoire, de la mémorisation, et donc on a travaillé là-dessus, nous, côté dans mon équipe, sur qu'est-ce qu'on peut arriver à proposer ici à nos audiences, quel pourrait être ce type de projet. Donc on a été développer ce produit aussi en partenariat avec Gymglish, qui est un de nos partenaires par ailleurs, donc qui travaille sur l'e-learning, et donc on a été proposer donc un produit qui va s'appuyer sur des contenus. Donc c'est aussi peut-être un des sujets qu'on peut aborder plus tard sur les archives. Ouais. Donc on a été exploiter en fait toute cette valeur des contenus qu'on a produits par le passé pour aller donner le meilleur en 10 minutes sur un sujet, donc en s'appuyant sur l'ensemble des archives du monde. Donc par exemple, je sais pas, on va parler. Je tape n'importe quel sujet, vous êtes capable de me donner un résumé de ce sujet, la manière dont il a été traité, exactement, etc. Sauf que, voilà, exactement. Donc avec des extraits d'articles, des vidéos, de l'audio peut-être un peu moins, mais voilà, on va essayer d'aller chercher tout ça. On va ensuite aller poser des questions à l'utilisateur sur un condensé qu'on appelle ça des leçons. Donc on reçoit une leçon 4 fois par semaine sur un sujet spécifique. On va aller ensuite poser des questions sur la base des éléments qu'on lui a communiqués, qu'on lui a partagés. On va aller après un peu juger, tester un peu son niveau, et ensuite progressivement dans le temps, et c'est ça cet effet sur la mémoire, donc dans son parcours, lui rappeler ces notions de savoir qui sont essentielles, donc qui sont déterminées et définies par la rédaction, pour justement lui faire travailler sa mémoire et lui faire rappeler tel événement, tel élément. Avec un peu de gamification pour le faire revenir, etc. Exactement.
Exactement. Et donc voilà, on a travaillé. Belle manière d'exploiter les archives, parce que c'est vrai que c'est un de mes points suivants. Ouais. Comment on peut traiter les archives, et souvent, voilà, ça peut être des choses un peu classiques, mais donc là c'est une manière assez servicielle et que tu peux monétiser, parce on pourrait presque s'abonner, j'imagine, à ce type de service. En parallèle de son abonnement, ça peut être dans l'abonnement ou c'est quelque chose que tu peux vendre à côté. Exactement, c'est un des enjeux. Donc là aujourd'hui, Mémorable, c'est accessible pendant une semaine gratuitement. Donc il faut donner son mail pour pouvoir accéder au service. Donc on n'est pas dans un modèle où là tu évoquais où on peut faire de la recherche sur un sujet. C'est la rédaction du Monde qui vous envoie le contenu du jour, la thématique du jour, et ensuite c'est à vous d'y répondre. Mais on n'est pas trop dans cette approche de donner la main libre à l'utilisateur. C'est plus nous qui allons lui pousser le parcours. C'est un peu éditorialisé. C'est vous qui choisissez. Exactement. C'est donc il y a une équipe de 5 journalistes qui travaillent exclusivement sur ce projet-là. Voilà, exactement, sur ce produit. Et donc depuis son lancement, donc on est sur un modèle payant, donc un produit en standalone. Abonnement, exactement. Donc on a différentes offres. Au début, on était aussi sur un produit limité dans le temps. On n'est pas sur un produit news où chaque jour, de façon illimitée, le produit sera accessible. Donc aujourd'hui, on a une offre jusqu'à 18 mois. Donc on offre jusqu'à 18 mois de contenu pour ce produit. Là, on est en réflexion pour encore poursuivre la production parce que les résultats sont bons. Initialement, on avait une offre qui couvrait 9 mois d'abonnement. Ensuite, on a fait 12 mois. On a vu que les résultats étaient très bons, à savoir que les nouveaux abonnés allaient plutôt se porter sur la durée la plus longue. On a lancé l'offre 18 mois et là, on est plutôt sur également une consommation la plus longue. Donc, les nouveaux abonnés vont plutôt se porter sur l'offre 18 mois. Donc, on voit qu'il y a une réelle volonté de justement d'en savoir plus et de travailler leur mémoire sur toute cette durée. Et donc, à date, aujourd'hui, on a plus de 350 000 inscrits au service, donc qui ont testé le service, et ensuite des abonnés derrière. Donc on est aussi sur un positionnement prix, on n'est pas dans l'entertainment, sur des prix, on va dire, accessibles. On reste quand même sur une volonté d'avoir un produit d'éducation. Éducation, formation. C'est combien l'abonnement par curiosité? Alors on est, si je dis pas de bêtises, alors on a une offre par exemple 3 mois, elle est à 12 € par mois. L'offre 12 mois, elle est, je veux pas dire de bêtises, je crois que je vais dire une bêtise, c'est triste. Je pense qu'on doit être à 7 à 8 €. Je crois un peu les ordres de grandeur. Voilà, 7 €, et je crois que l'offre 18 mois, elle est à 6,99 €. Et donc c'est rentable pour payer les 5 journalistes full-time. Alors c'est un projet, donc là on évoquait effectivement ce sujet que ça allait être un produit limité dans le temps. Donc c'est-à-dire qu'on a là pour le moment un investissement à faire pour aller produire tout ce contenu. Voilà, et ensuite à un moment donné on va arrêter ce produit, mais ce produit sera toujours disponible, et c'est là où on va commencer. Mais même vu que les résultats sont bons, logiquement à partir de l'année prochaine on sera déjà dans une phase de retour sur investissement positif. Et ensuite après on va voir aussi un peu en fonction des résultats si on continue à produire ce contenu sur le long cours. Mais voilà, on sera sur cette logique d'aller chercher des revenus sans avoir en face des coûts associés. Donc ça sera des rentrées pour nous qui seront directes. Et après, une fois que le travail est fait, effectivement, c'était sur des logiques, des thématiques un peu intemporelles, des trucs froids en tout cas. Une fois que c'est fait, c'est exactement que de la marge. Exactement. Et même si on voulait aller plus loin, et c'était aussi un peu un des points de départ, c'est se dire sur l'actualité, d'arriver un peu à identifier d'ores et déjà, ça c'est quand même un sujet qui va marquer. Donc on peut commencer à travailler dessus, à l'intégrer, avoir une réflexion là-dessus. Et donc voilà, progressivement en fait enrichir les contenus et nous aider aussi à proposer des parcours qui vont être les plus adaptés possibles. Donc on peut après imaginer des verticales avec ce produit Le Monde Mémorable, une verticale, je sais pas, sur la littérature par exemple, parce qu'on a une base aussi de contenu qui est littérature, cinéma, si t'arrives à avoir accès aux archives de Télérama, etc. Exactement. C'est infini après. Exactement. C'est assez cool comme produit. Exactement. Ouais, on est très content, et puis ça vient s'inscrire dans cette fameuse stratégie aussi de diversification, mais aussi de renforcement de l'abonnement, de notre offre principale, puisque là on va capter un peu des nouvelles audiences, mais aussi on cherche aussi à renforcer les offres d'abonnement. Donc ça va être un produit aujourd'hui qui n'est pas encore disponible dans les offres d'abonnement du Monde, mais qui va l'être. Donc quand vous vous abonnerez au Monde, par exemple, l'offre famille, voilà, on pourra accéder à ce produit, à ce service. Et donc finalement un peu la logique, c'est d'aller augmenter notre revenu par utilisateur et notre capacité à maximiser le prix auquel notre lecteur et abonné est prêt à payer. Donc voilà, c'est vraiment cette et puis aussi la finalité pour nous, c'est de démontrer que la rédaction
peut, au-delà de son produit news, aller développer ses propres revenus avec d'autres activités, mais à partir de sa production. De sa matière. Et puis surtout, c'est un voilà. projet qui naît de la rédaction. Exactement. Donc ça, c'est essentiel. Un bel exemple de diversification pour exactement. Par la rédaction. Et qu'on a poursuivi avec Le Monde Jeu. Désolé, je suis long. On a non, mais c'est un beau sujet, surtout que vraiment les archives, comme je le disais, il y a peu de monde qui l'a craqué. En tout cas, il y a eu des belles choses. Ouais. Je pense que j'avais vu pareil au UK l'agence photo Magnum qui avait super bien réussi l'exploitation de ces archives. Alors c'est peut-être plus évident quand tu vends des photos parce que bon, ils ont fait un e-commerce qui a été financé par le fonds Google. Je me souviens qu'il était un vrai beau sujet. Mais il y en a peu qui sont capables de vraiment les monétiser. En tout cas, il faut avoir l'idée, etc. Et autour de la gamification, je trouve ça pas mal. Et on voit pas assez, je trouve, de gamification dans les médias. Il y a un côté un peu, tu vois, où on se regarde. On essaie. C'est vrai que c'est pas forcément toujours très simple, en tout cas pour de la news. Donc voilà, mais en tout cas, c'est des sujets qu'on essaie d'adresser. Et sur le lien avec les archives et d'autres exemples, je pense qu'il y a le New York Times avec Cooking, donc qui est un produit payant, qui est intégré aussi dans sa logique d'offre d'abonnement à son produit news. Aujourd'hui, je crois que c'est plus de 400 000 abonnés payants, et ça s'appuie sur les archives. En fait, ils avaient une base de recettes extraordinaire. Je pense qu'ils ont plus de 30 000 recettes qui étaient à disposition, qui étaient dans un coin, mais ça, plus exploitées. Voilà, et donc, qui est toujours d'actualité, rien n'a changé. Tu peux les reprendre du jour au lendemain. Exactement. Alors après, ils ont construit une expérience, des fonctionnalités. C'est ça l'enjeu aujourd'hui pour eux, et puis aussi pour nous d'essayer d'arriver à trouver ce type d'idées notamment, et qui nous permettent, on va dire un peu à moindre coût, puisque c'est déjà des contenus qui existaient, finalement d'aller chercher des tas de nouveaux revenus et de donner encore un peu plus de valeur à l'offre principale. Ok, écoute, effectivement, c'est un peu plus intéressant que les dictionnaires conjugueurs et les jeux. Enfin, les jeux tels que vous les faites aujourd'hui. Super. Autre modèle assez intéressant et qui se voit pas beaucoup en France notamment, et je le dis parce que je sais que là-dessus vous avez quelques initiatives. C'est le média qui devient éditeur de logiciels. C'est vrai, quand je parle de ça dans les médias, alors souvent on me regarde un peu avec des yeux ronds en disant non mais c'est d'autres métiers, mais ça partait vraiment de là où ce que j'avais vu le plus bel exemple, c'était le Washington Post, donc racheté par Jeff Bezos, qui a développé son propre CMS Arc Publishing, pensé par les journalistes, par la rédaction, pour être vraiment un CMS ultra moderne, et qui a un si bel outil qu'au final ils ont décidé de le commercialiser. Il est utilisé en France par quelques médias. Je crois que c'est le Parisien qui l'utilise. Je crois qu'ils ont quelques difficultés. Pour avoir travaillé dans le milieu des CMS éditoriaux, c'est toujours compliqué. Enfin, il n'y a jamais de projet de CMS éditorial qui est simple. C'est la conduite du changement, etc. Mais ils ont donc mis une équipe, et je pense que eux, en tout cas, ce qu'ils font doit être rentable. Ils le vendent un peu partout dans le monde. On en parle assez souvent. Bien sûr. C'est pas donné à tout le monde. Vous avez vous-même un peu cette activité d'éditeur logiciel? Alors, c'est-à-dire qu'on a, depuis le début, le lancement du site dumonde.fr, eu notre propre CMS, je crois, à moins peut-être qu'au tout début, ça passait peut-être par une plateforme extérieure, mais je suis pas certain. Mais en tout cas, vous n'aviez pas eu DOS, il me semble qu'à un moment donné, vous aviez DOS. Enfin, après, ça remonte à en tout cas, très vite, c'était de se dire, c'est le produit, c'est l'outil principal de la rédaction, l'outil auquel elle va travailler chaque jour, chaque heure, chaque minute. Donc c'est essentiel de pouvoir bien le maîtriser, aussi répondre aux attentes, aux évolutions. Donc on a, très vite, en tout cas c'est très vite ce qui a été mis en place, à savoir un CMS propriétaire avec des équipes dédiées qui travaillent dessus et qui le développent, qui l'enrichissent. Donc aujourd'hui on a un CMS qu'on appelle Sirius, qui est donc utilisé par la rédaction du Monde. Donc rédaction du Monde, c'est quand même la plus grande rédaction en termes de volume, d'utilisateurs en France aussi, on peut dire, en termes d'exigence, qui est quand même assez forte, et d'attente par rapport à cet outil de travail. Donc on a construit et développé, et on continue à améliorer ce produit pour en faire un produit d'excellence. Et donc progressivement, en fait, effectivement, c'est poser la question de se dire, mais on a un top produit qui est utilisé par une très grande rédaction, avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses qu'on va lui permettre de faire. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas proposer finalement ce produit-là à l'extérieur? Donc à date, on est sur un déploiement
en interne, c'est-à-dire qu'on a d'autres titres du groupe. Donc là, le produit, le CMS a été déployé côté l'Ops. Donc la rédaction de l'Ops utilise ce CMS désormais, et puis progressivement, on va le déployer à d'autres titres du groupe. Et l'idée aussi pour nous, c'est de tester un peu notre capacité d'installation un petit peu plug and play facilement, parce que c'est vrai que c'est un des enjeux, je pense, quand on prend une décision pour un éditeur, de se dire, notamment direction technique, direction tout simplement, de se dire je vais faire le pari, je vais faire le choix de dire à ma rédaction, vous changez d'outil, voilà le nouvel outil. Donc c'est quand même un choix stratégique qui est très fort. Oui, qui s'engage pour plusieurs années, voilà, etc. On se désengage pas, c'est pas un outil marketing, je le prends en 6 mois et puis bon, ça me va pas, j'en sors. Donc c'est vraiment essentiel, fondamental. Et vous l'avez vendu, vous le commercialisez, vous avez une structure, une équipe qui est dédiée à ça? Alors à date, on est donc en discussion avec plusieurs éditeurs, donc des éditeurs français mais également européens qui sont intéressés par notre solution, et on commence donc à répondre à des appels d'offres où je pense Washington Post, bien entendu, est très présent puisqu'il est déjà présent en France. Donc ils sont très présents. Maintenant, voilà, on commence à rentrer sur ce terrain-là. Pareil, une équipe dédiée, j'imagine, parce que c'est un autre métier. C'est un autre métier. C'est des bizdev avec une connaissance produit. Voilà, on démarre aujourd'hui. Donc c'est un produit aussi qui est porté par donc Sacha Morard, donc qui est le directeur CTO. Voilà, exactement, technique, qui est arrivé depuis quelques années et qui nous a permis un petit peu d'aller chercher et de mettre en place aussi, mettre en place tout un tas d'activités par rapport à tout ça. On le verra aussi un peu par rapport à la data, et puis aussi porté par Julien Laroche-Joubert, qui est le directeur numérique du Monde. Donc à date, c'est des discussions quand même qui se font un petit peu à ce niveau-là dans les décisions. Donc on va voir un petit peu après comment on se structure sur la partie commerciale bizdev, mais on démarre un petit peu. Là, c'est embryonnaire, sans vouloir. C'est pas encore vendu. Ce système Sirius n'est pas installé dans d'autres rédactions en dehors du groupe. Pour le moment, non. Maintenant, voilà, il y a vous mettez les moyens d'y arriver. Exactement. Et puis les moyens sur le produit en lui-même, ils ont été mis depuis de très nombreuses années, et ils s'intensifient justement pour faciliter cette installation et cette capacité à répondre à un des enjeux des rédactions et des éditeurs, de se dire oh là là, dans quoi je me lance. Non, bien sûr. Complètement d'outils. En général, il y a quand même une forte appétence pour ne pas changer et rester sur son CMS, parce qu'on sait qu'en changeant de CMS, on va trouver des avantages, mais aussi plein de nouveaux inconvénients qu'on voit pas forcément tout de suite. Donc c'est une décision quand même qui est très compliquée, je pense, et très délicate. C'est pas évident. Et très long, quoi. C'est des discussions qui sont très très longues. C'est très très long. Bah oui, vrai. Et puis je pense que j'imagine, peut-être tu me diras non, mais vous êtes sur un CMS qui pour des grands médias nationaux, donc c'est pas, tu vois, il y a des plus petits CMS, je pense à Mélodie de C'était demain un autre jour, Swipe, etc., qui sont plus pour des plus petites rédactions, c'est peut-être plus simple. C'est pas un énorme marché en tant que tel. Donc je vous souhaite bonne chance. C'est pas évident, et en tout cas c'est chouette, mais ça peut être difficile comme. Alors après, par rapport au marché, il y a et c'est ce qu'on a vu aussi là dernièrement, avec Arc Publishing, c'est-à-dire qu'il y a pas que l'environnement des éditeurs de presse, il y a également les marques. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont proposé, je pense, leur CMS est utilisé, je crois que c'est Shell. D'accord. Donc voilà, donc qui est quand même assez important. Oui, qui va publier beaucoup de contenu. Voilà. Donc ça veut dire aussi, si on voit un petit peu plus loin que le secteur des médias, en fait, toutes les marques, tout un tas d'acteurs ont besoin d'un outil de publication. Donc peut-être qu'on pourrait, pourquoi pas, répondre avec une version beaucoup plus adaptée à ce type d'enjeux pour d'autres acteurs, d'autres secteurs d'activité, avec un produit qui a été conçu à la base par des gens qui ont besoin de publier des contenus, qui savent ce dont ils ont besoin. Donc voilà, il y a une forte besoin. Rendez-vous dans quelques mois ou années pour faire un peu le bilan de cette nouvelle activité. Exactement. En tout cas, bravo, parce que c'est pas évident comme marché. Bravo aux équipes qui portent ce projet, et il y en a d'autres sur la partie techno. Donc il y a notamment aussi le capping. Donc le capping, c'est un outil qui a été développé et qui a pour enjeu de gérer en fait les accès simultanés à des environnements réservés.
D'accord, à tu veux des dire abonnés. pour empêcher un abonné de passer ses logins et mots de passe à ses petits camarades et que 10 personnes se connectent en même temps. Exactement, c'est quand même alors c'est une petite part, néanmoins une petite part qui peut en fait distribuer ses accès à une grosse Oui, part. ça peut en fait effectivement entre je passe ça à ma famille et ça se retrouve sur internet et que ça circule, etc. Exactement. Donc il y a une solution qui a été Plus développée, dommageable. exactement, qui permet d'identifier à un instant T combien il y a d'utilisateurs, d'abonnés qui accèdent au contenu qui est censé être un contenu Mais dit payant. comme ça a pas l'air d'être rocket science de bloquer ça. Tu dois très vite voir t'as tel utilisateur qui est logué. C'est pas si simplement de gérer les différents supports consommés au même moment, donc que ça soit sur le web, que ça soit sur les applications. Voilà, donc c'est quand même assez compliqué, enfin de bien jouer tout ça, et on voit que plein de médias ne sont pas capables de le faire. Nous on l'a fait, et donc aujourd'hui on a mis en place donc il y a déjà une commercialisation de ce produit, donc notamment avec Le Temps, qui est un éditeur étranger, voilà, suisse. Et puis également on a un test qui est en cours avec l'équipe pour ce projet, pour ce produit, et puis du coup on cherche naturellement à pouvoir le déployer pour plein d'autres médias, mais aussi pourquoi pas d'autres activités, d'autres acteurs qui ont un environnement payant. En vidéo, enfin toutes les plateformes, il y a énormément de plateformes, des Spotify. Alors je pense qu'ils doivent avoir leur propre techno, mais je pense qu'il peut y avoir pas mal d'acteurs effectivement qui peuvent être intéressés par ça. Exactement. Et aussi le dernier sujet côté tech, c'est ce qu'on a développé là pour ce nouveau produit, le monde jeu. Donc on a développé des grilles de sudoku, de mots croisés. Donc là aussi on est en capacité de pouvoir le proposer à d'autres éditeurs. À la New York Times, c'est un très gros sujet. En fait, ça me faisait marrer un peu il y a quelques années, mais c'est énorme les croisés au New York Times. Oui, alors après, c'est sûr que c'est le marché américain. Je crois qu'il y a une appétence très forte aussi pour ce type de service. Et puis le New York Times, historiquement, c'est les mots croisés. Enfin, ça fait partie de l'histoire. Exactement. Donc c'est sûr qu'en France, on n'est pas tout à fait sur le même marché. Néanmoins, on sait que il y a une bonne partie des lecteurs et notamment des abonnés du monde, mais pas que du monde, de tous les types de médias qui ont une forte appétence pour ce type de service. Donc ça fait sens pour ces éditeurs, notamment ces éditeurs premium, d'aller y intégrer ce type de service. Et c'est vrai que sur le volet numérique, à date, c'est beaucoup un ou deux acteurs tiers qui vont proposer ce type de solution, mais du coup, qui sont pas des solutions qui sont très intégrées à l'environnement, à l'expérience de l'éditeur. Donc on voit qu'il y a un peu un décalage, et pour nous, c'est essentiel de pouvoir proposer une expérience qui soit la plus adaptée, la plus intégrée. Et donc voilà, c'est ce qu'on va aussi pouvoir proposer, et on discute avec des éditeurs là peut-être plus étrangers pour ce type de proposition. D'accord. Donc là maintenant vous avez un peu systématisé, quand vous avez un truc que vous avez fait en interne et a priori vous faites quand même pas mal de choses en interne, vous voyez s'il y a une opportunité de le packager et de le commercialiser. Exactement. Tout à fait. C'est une bonne chose. Je le dis souvent aux éditeurs. Alors après, il faut quand même avoir les ressources, et je pense que tout le monde ne peut pas se permettre ça dans le marché français, mais c'est quand même assez intéressant, et au moins de tester. Je pense que tu vois, il n'y a pas un énorme billet à mettre, par exemple, sur cette solution de sudoku de mots croisés, en se disant, on teste, on envoie quelques mails, quelques propositions, puis on voit ce que ça donne, et puis derrière, si ça prend comme un nouveau produit, une nouvelle entreprise, quoi. Merci Pierre. Un dernier point que je voulais voir, c'était vraiment tout ce qui était autour du licensing et des partenariats. Oui. Alors, non pas que je tripe un peu, mais est-ce qu'on pourrait imaginer demain voir la marque Le Monde, parce que le licensing c'est un vrai sujet dans tout ce qui est presse thématique, Marie-Claire, Condé, enfin toutes les marques de Condé Nast, les L, etc. Il y a un grand business des licences dans Le Monde, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver au Monde demain? Est-ce qu'on pourrait voir Le Monde sous licence dans un autre pays francophone? Est-ce qu'il y a déjà eu des tests comme ça de commercialiser la marque Le Monde? Alors à ma connaissance, non. Après, c'est un sujet là, je dirais que qui est plus en tout cas, je crois qu'il y a eu et il existe toujours un accord de licence en France pour Le Monde avec un éditeur, et donc c'est Le Monde des ados, donc qui s'adresse aux 10-15 ans, donc qui est existant. Après, sur d'autres accords de licence, je pense pas qu'on le fasse. Là,
je m'engage plus sur un titre personnel. Je pense pas que ça puisse être si simple que ça à faire pour un éditeur comme Le Monde. On le fait, en tout cas on cherche à le faire, mais nous-mêmes, là je pense notamment au Monde Afrique. On a développé toute une section et toute une rubrique composée donc à nouveau d'une rédaction. Mais alors là c'est presque un nouveau produit éditorial, ou en tout cas une nouvelle verticale. Je sais que Le Point l'a fait, mais je pensais par exemple tu vois le HuffPost qui fait justement partie du groupe. L'idée c'est vraiment d'avoir une marque HuffPost et de retrouver des contenus traduits dans différentes langues, et c'est des médias, vous êtes emparés entre guillemets de HuffPost France. On pourrait imaginer que avec internet, tu vois, pour le New York Times, le Guardian, ils ont dépassé un peu leur pays d'origine. C'est des médias qui sont internationaux, donc en fait c'est pas délirant de se dire demain j'aurai le Guardian en français, j'aurai le Guardian en russe, en espagnol, etc. Et que ça peut être un peu lourd à mettre ça en place en interne, et que si quelqu'un se disait je respecte le charte ou je fais que de la traduction certifiée, ça pourrait être intéressant, tu vois, de se dire Le Monde deviendrait un média international, alors avec plutôt une dominante des idées à la française, etc. Mais tu vois, ça pourrait être un plan de développement, et donc de licencier la marque. Effectivement. Après, pour que ça fonctionne bien, en tout cas que ça soit accepté, j'imagine à un moment donné, il faut qu'il y ait un regard, qu'il y ait des gens de la rédaction, bien sûr. qui soient là et qui soient un peu installés dans les différents pays pour s'assurer soit des bonnes traductions, soit de la façon dont ces licenciés utiliseraient la marque, mais complètement. Voilà, c'était plus, là ça peut être un peu exotique, mais j'avais pensé à ça un peu en préparant, avec l'exemple de HuffPost, de Mashable, qui avait été à un moment donné chez France Média Monde. Je crois que ça n'existe plus malheureusement chez France Média Monde, ça avait été un peu compliqué. Voilà, dernier point rapide avant de fermer ce premier épisode sur la diversification, c'est autour de la data. Alors j'imagine la réponse, mais est-ce que vous exploitez la data à l'extérieur du groupe Le Monde, dans le cadre légal évidemment, mais alors du coup quelle réponse tu donnerais? Je veux pas t'influencer. Alors non, mais spontanément, j'imagine que comme vous êtes le groupe Le Monde, vous n'avez pas forcément besoin, et que vous travaillez, vous avez vos propres équipes. Je sais qu'il y a pas mal d'éditeurs qui sont sur ces modèles d'exploitation de la data, et toujours dans le cadre légal, hein, donc c'est absolument pas une critique, c'est un beau modèle quand l'utilisateur donne son accord en opt-in pour être contacté par des partenaires. J'imagine que non, mais c'est peut-être le cas, et ça peut être, il peut y avoir des belles choses à faire, pareil. Et alors oui, je pense qu'il y a de belles choses. Après, je pense qu'on revient aussi toujours à cette culture d'entreprise. C'est une question de culture d'entreprise. Non, aujourd'hui, non, très clairement, on n'est pas du tout dans cette logique de commercialisation, revente de données de nos lecteurs, de nos abonnés. Donc ça, non. Après, on l'exploite à des fins publicitaires, de manière classique pour vous, de façon classique. Et puis après, notre volonté un peu d'améliorer l'expérience de nos lecteurs, de nos abonnés. Donc on a notamment à nouveau aussi là avec là cette arrivée de Sacha Morard côté direction technique, avec la refonte de notre site web. On a un peu revu un petit peu les choses, notre architecture, et donc aujourd'hui on capte l'ensemble des données de notre côté. Donc on a un produit, une solution qui s'appelle Forecast, donc qui vient capter l'ensemble des données, donc dans un data lake, et à partir de là, on commence un petit peu à aller développer des solutions. Donc, tout à l'heure, on évoquait le capping. Le capping, ça s'appuie à partir des données qu'on vient capter. Donc voilà, il y a ce type d'initiative. On va aussi essayer, par rapport aux abonnés, par exemple, identifier quand ils vont commencer on sent qu'il y a un peu qui vont devenir des abandonnistes, qui vont partir. Oui, l'étude du churn. Voilà, exactement. Aussi sur la partie quand on sait qu'ils sont passés par notre tunnel d'abonnement, s'ils sont pas allés au bout, on va s'appuyer là-dessus pour aller les chercher. Mais tout en usage interne, en tout cas sur la data. Voilà, exactement. Et puis après, ça va nous aider aussi à essayer toute cette data, d'analyser des choses, d'essayer d'aller comprendre où est-ce qu'on peut aller chercher des nouvelles choses, d'améliorer l'expérience, et puis pourquoi pas de proposer des nouveaux services produits à partir de cette exploitation de données. Ok. Donc on est à peu près là. Très bien. En tout cas, la data, oui, je le répète, ça peut être une manière de faire la diversification. C'est une source de revenus. Tout à fait. Qui peut être intéressante pour les éditeurs. Merci Pierre. On a fait un bon tour de la diversification. Comme j'ai dit, j'avais identifié plus d'une vingtaine de modèles. Donc, on n'a pas parlé de SVOD, on n'a pas parlé de monétisation de newsletter, formation, on en a un petit peu parlé. On aurait pu parler de membership, de philanthropie, il n'y avait pas
de traduction aussi, des services Ouais. de traduction. Je sais que Ouais. par exemple un de nos clients, Vox Europe, Oui. c'est une vraie source de revenus, la traduction de contenu. Ça fera peut-être pas l'objet d'un autre épisode. En tout cas, j'étais ravi de passer ce moment C'est avec moi. toi. C'était Merci, très agréable. François. Merci de ta franchise, ton retour d'expérience. Mes chers auditeurs, j'espère que vous avez pu donc découvrir quelques bonnes pratiques et que ça vous a donné envie de tester. En fait, c'est un peu le mot d'ordre. Il faut tester ce genre de nouvelles pratiques parce qu'en fait, en 2020, voilà, un média, c'est pas qu'un média. Ce qu'on disait, c'est une marque avec une audience affinitaire. Et tant qu'on reste un peu dans cette logique d'affinité, on peut tester et aller au-delà de ce qu'on fait traditionnellement. Donc profitez-en, testez, itérez, et s'il y a des échecs, c'est pas grave, on teste, et puis si ça fonctionne, on enfonce le clou, on met les ressources. Merci de m'avoir suivi, merci encore une fois Pierre. Merci à toi. Merci et à toi. bonne journée à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt.